Après la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien révèle-t-il à son tour les fractures entre le Nord et le Sud, ce qu'on appelle parfois le Sud global? La guerre entre l'armée israélienne et le Hamas est-elle en train de redistribuer les cartes sur l'échiquier politique mondial? Avec nous pour en parler, Bertrand Badi, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes politologue, spécialiste des relations internationales. Vous êtes l'auteur du livre « Pour une approche subjective des relations internationales ». C'est aux éditions Odile Jacob. Il y a 31 jours, Bertrand Badi, le Hamas attaquait Israël, 1400 personnes tuées. Depuis, la réponse israélienne et l'offensive a fait plus de 10 000 morts côté palestinien, selon les autorités du Hamas à Gaza. Pourquoi n'y a-t-il pas de cessez-le-feu malgré les appels à une trêve humanitaire, y compris de la part de pays amis d'Israël comme la France? Tout le système sécuritaire israélien repose sur l'idée de rapport de force. C'est ce rapport de force qui, aux yeux de Netanyahou, devait rendre le pays, sinon invulnérable, du moins en situation de sécurité par rapport à cette pression qui vient des territoires occupés et de Gaza. Cette grammaire n'a pas été modifiée. Et face à cette attaque odieuse dont tout le monde a encore les images en tête, la réponse a été la même que celle qu'on a vu se dérouler toutes les années précédentes, c'est-à-dire la force, l'usage de la force. Si Israël, soudain, renonce à utiliser la force comme réplique, l'État change de grammaire. Et n'en a pas d'autre pour l'instant, étant donné... Sauf que contrairement aux autres offensives sur Gaza, l'armée israélienne dit « nous allons en finir avec le Hamas ». Est-ce selon vous un objectif qu'Israël peut atteindre? Mais c'est absolument impossible. Vous savez, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et pendant une vingtaine d'années, nous avons vécu une séquence qui n'a pas été suffisamment analysée, qui est celle des guerres de décolonisation. Et ces guerres de décolonisation ont montré que le puissant ne gagnait pas face aux faibles et que l'énergie sociale qui se dégageait du mouvement de décolonisation l'emportait sur un canon devenu impuissant. Et c'est la même histoire qui se répète. Elle s'est répétée au-delà des guerres de décolonisation, dans toutes ces guerres d'intervention, Vietnam, Afghanistan, Irak, Sahel. On retrouve toujours la même chose, c'est-à-dire ce lien très subtil qu'il y a entre des combattants qui ne sont pas désarmés, qui n'obéissent pas à un État, et une société dans laquelle ils sont, disait Mao Tse-tung, la formule est célèbre, comme des poissons dans l'eau. Face à cette équation, on ne connaît pas le remède. Et donc, en choisissant d'utiliser une force impuissante, d'utiliser cette puissance impuissante, eh bien, on continue dans l'escalade de l'inimaginable, parce qu'on en est bien là, de la violence aveugle, sans résoudre le problème, sinon prendre le risque de voir la rage qui déjà s'est exprimée le 7 octobre devenir encore plus enragée. Et ça, c'est effectivement ce qu'il faut suivre, parce que ça nous annonce peut-être, et je dirais hélas probablement, de nouvelles escalades. On est dans un cercle vicieux au sens fort du terme vicieux. Tout le monde dit, vous dites les alliés occidentaux, mais jusqu'aux États-Unis. Le discours américain est un discours terriblement novateur, ces pratiques ne le sont pas beaucoup. Et c'est ce décalage qui est entre la rhétorique et la pratique diplomatique qui explique que l'on ne trouve pas d'issue à cette crise. Certains ministres israéliens, pas tous, mais certains, qui sont membres de l'extrême droite, disent c'est l'occasion ou jamais de pousser les Palestiniens de Gaza, qui sont déjà des réfugiés, vers la sortie. Qu'en pensez-vous? Je pense d'abord que ce serait un véritable carnage. Les Gazaouis ne vont pas sortir comme on évacue un métro en cas d'attentat ou un train dans des circonstances. Mais ils peuvent être cantonnés vers le sud avec une réoccupation du nord de la bande de Gaza, après le retrait de 2005? C'est un plan que certains stratèges ont en tête, mais il faut imaginer tout ce que cela impliquerait. Vous savez,
il y a deux pieds à la souffrance. Il y a la souffrance physique, qui là déjà serait terrible. Et puis il y a une autre souffrance que les diplomates et les soldats, les tenants d'une vision classique des relations internationales, n'arrivent pas à construire comme paramètre, qui est l'humiliation. Quand vous humiliez quelqu'un, quelles que soient ses souffrances physiques, vous découplez ses souffrances. D'où la fracture nord-sud depuis le début depuis ce qui s'est passé le 7 octobre. Alors, la fracture nord-sud, elle date pas du 7 octobre. C'est vrai qu'elle est en train de se cristalliser sur ce conflit comme probablement, je dirais pas jamais auparavant, mais de manière beaucoup plus forte qu'auparavant. Il y a toujours eu une sympathie qui liait le Sud, quand il n'était encore que tiers-monde, à la cause palestinienne. On l'a vu notamment lors de la guerre des 6 jours en 1967, où les pays d'Afrique et d'Asie ont réagi presque unanimement en soutenant la cause, qui était d'ailleurs plus arabe à l'époque que palestinienne. Mais on voit aujourd'hui une nouvelle incarnation. Et ça, c'est très important, parce que ces formes nouvelles de conflit, auquel appartient le conflit israélo-palestinien, fonctionne à une logique importante qui est celle de l'identification. Autrefois, la guerre classique, c'était armée contre armée, État contre État. Aujourd'hui, les sociétés se sont appropriées cette conflictualité en s'identifiant. Alors, il y a l'identification à la cause palestinienne parce qu'on est soi-même palestinien de la diaspora. Il y a l'identification à la cause palestinienne parce qu'on est arabe comme le sont les Palestiniens ou parce qu'on est musulman comme le sont la majorité des Palestiniens. Mais il y a aussi cette identification à la cause palestinienne parce qu'on appartient à un monde de souffrance et on considère que la cause palestinienne est un emblème. Ce qui est beaucoup reproché aussi, d'ailleurs plus aux États-Unis qu'à Israël, c'est la question du deux poids, deux mesures et du double standard. C'est là aussi que ça... En fait, c'est la diplomatie américaine qui est critiquée dans cette crise. Et c'est ça qui anime le Sud. Vous m'interrogiez sur le Sud. Le Sud, il est animé par cette idée de deux poids, deux mesures, et il est animé par le seul dénominateur commun. Quel est le seul dénominateur commun qui est entre la Chine, le Lesotho, l'île Sainte-Lucie ou la Gambie? C'est un passé d'humiliation, un passé sinon de colonisation, du moins de domination, et surtout une exclusion du vieux système international qui dominait le monde, une interdiction d'accès à la gouvernance du monde. La première réaction, ça a été une réaction de protection, c'était Bandung, c'était le tiers-mondisme, c'était le non-alignement, où on disait on ne veut pas choisir entre les deux superpuissances. Maintenant, c'est quelque chose de plus. C'est on veut participer comme les autres à la gouvernance du monde. On veut, mais est-ce qu'on peut? Parce que là, en attendant, il y a beaucoup de critiques, mais les États-Unis disent il n'y aura pas de cessez-le-feu. Benjamin Netanyahu dit il n'y aura pas de cessez-le-feu et il n'y a pas de cessez-le-feu. Oui, alors on peut parce qu'on a les institutions qui permettraient d'associer tout le monde à la gouvernance du monde. Mais comme je le disais tout à l'heure, et vous avez tout à fait raison de le faire remarquer... La puissance, elle est toujours du côté des États-Unis. Non, la rhétorique est toujours... La rhétorique de la puissance est du côté des vieux États, mais ce qu'il y a de nouveau dans ce conflit, même par rapport à ses incarnations précédentes, c'est que les grandes puissances ont une capacité de pression et d'insertion infiniment plus faible qu'autrefois. Autrefois, le sort du Moyen-Orient, il était coparrainé par l'URSS et les États-Unis. Quand l'URSS s'est effondrée, les États-Unis ont un court moment, c'était à l'époque de la conférence de Madrid, c'était à l'époque de la guerre du Golfe, où ils étaient pratiquement en situation d'unipolarité, d'hégémonie quasiment absolue. Et depuis, l'influence des États-Unis n'a cessé de régresser. Déjà, la chute du Shah d'Iran en 79, c'était avant, et puis ensuite, l'échec en Irak, l'échec en Afghanistan, l'échec en Syrie, et cette autonomisation incroyable de proches alliés des États-Unis. L'Arabie saoudite qui considère qu'elle n'a plus à suivre les directives de Washington, et la Turquie qui a, comme vous avez vu, humilié Anthony Blinken lors de... Alors vous dites humilié parce que le président Erdogan a refusé de le recevoir, mais en même temps, le protocole, je parle sous votre contrôle, c'est qu'un ministre des Affaires étrangères reçoive un ministre des Affaires étrangères. Autrefois, naguère, il a fait en sorte de ne pas le recevoir d'ailleurs. Officiellement, il n'est pas dit « je ne veux pas vous recevoir ». Mais...
Ouais. Naguère, un secrétaire d'État américain qui se rendait au Proche-Orient était reçu par tout le monde. En termes de protocole, même par le président. Mais ce n'est pas une question de protocole, c'est une question de jeu politique. Déjà, rappelez-vous, lors de la tournée de Biden qui avait succédé à la tragédie du 7 octobre, le président égyptien Sisi, le roi de Jordanie Abdallah et Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, avaient refusé de le rencontrer, ce qui était une humiliation terrible parce que au moins les deux premiers sont réputés alliés, sinon alliés, du moins très proches du monde occidental. L'Arabie saoudite fonctionnait au doigt et à l'œil face aux protecteurs américains. Quel est le point d'appui des États-Unis aujourd'hui dans ce Moyen-Orient? Peut-être Israël, mais là aussi, l'autonomisation d'Israël par rapport aux États-Unis a été extrêmement forte cette dernière décennie. Et du coup, on voit les puissances impuissantes. Alors justement, le Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense, affirme que ce qui se passe est une continuation de 1948 et il dit que ça va changer définitivement la carte de tout le Moyen-Orient. Que peut-il changer dans la région une fois que les armes se seront tues? Vous savez, moi, j'ai jamais cru à la géopolitique, donc changer la carte, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En revanche, c'est vrai que nous avons un Moyen-Orient qu'on ne reconnaît pas par rapport à ce qu'il était il y a quelques années, c'est-à-dire un Moyen-Orient où, sauf peut-être la Chine, toutes les puissances mondiales sont en forte régression, où il n'y a pas de point d'appui pour une médiation ou une intervention étrangère, donc c'est quelque chose d'extrêmement important, où les puissances régionales se développent, l'Arabie saoudite, la Turquie, l'Iran, hors de tout contrôle, parce qu'on peut dire que l'Iran s'est beaucoup rapproché de la Russie, mais ni la Turquie ni l'Arabie saoudite ne peuvent... La Chine, vous avez cité la Chine, selon vous, c'est entre guillemets, on va être cynique, mais c'est le grand vainqueur de ce qui se passe, la Chine. D'aucuns diraient aussi Vladimir Poutine. Oui, alors il ne faut pas aller vite en besogne, parce que moi je ne sais pas ce que sera un vainqueur dans le Moyen-Orient actuel. Moi, j'ai même pour principe de considérer que depuis 1945, si vous regardez, il n'y a jamais de clair vainqueur aux guerres. Bon, non, mais ce que je veux dire, c'est que la priorité des Occidentaux, c'est plus l'Ukraine, par exemple. Donc Vladimir Poutine, on pourrait le voir comme celui qui profite de la situation. Deux choses. La Chine, très rapidement, c'est la seule des puissances qui soit en influence croissante au Moyen-Orient. Et on l'a vu notamment dans cette médiation assez spectaculaire entre l'Arabie saoudite et l'Iran, parce que la Chine a beaucoup d'intérêt et donc veut se ménager un espace de coopération. Est-ce que pour autant ça lui donne une capacité diplomatique? Pour l'instant, on n'en sait rien. La Russie, bien sûr, vous avez tout à fait raison, premier coup d'œil, on voit bien que la Russie tire profit de cette éclipse du conflit russo-ukrainien. En essayant d'être d'ailleurs très critique sur les États-Unis, ce qui n'est pas nouveau, alors que la Russie avait une position d'habitude plus neutre, plus équilibrée dans le conflit israélo-palestinien. Ce qu'on oublie de dire, c'est que depuis 1991, la chute de l'URSS, la Russie a énormément investi dans le rétablissement de relations fécondes avec Israël. Et Israël en a bien profité, puisque ça lui permet pratiquement toutes les semaines d'aller bombarder des positions iraniennes ou hezbollahi en Syrie, pays contrôlé, comme vous le savez, par l'armée russe. Est-ce que Poutine va dilapider ce stock? Alors, je ne sais pas. On est un peu sur le fil. C'est-à-dire, d'une part, je pense qu'il n'a pas envie de se fâcher avec Israël, mais d'autre part, vous savez que la stratégie très cynique de Poutine, c'est de prendre le leadership de ces pays du Sud, alors qu'il n'y a rien de plus nordiste que la Russie. Est-ce qu'il pourra réaliser un tel projet? Je pense qu'il est déjà dépassé par les événements. Merci beaucoup Bertrand Badi, spécialiste des relations internationales. Je rappelle votre livre pour une approche subjective des relations internationales, c'est chez Odile Jacob. Merci à vous. Merci.